Et bien voilà, on change le décor et on se retrouve avec notre invité du mois de juin et il s'agit de Damien Hoth. Damien Hoth, bonjour, Oui, bonjour. vous allez bien? Parfaitement, mais Bon, je me permets de vous présenter en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Damien, vous avez été joueur et vous êtes aujourd'hui entraîneur de football. Et en Alsace, vous avez été à la tête des équipes du FC Saarlouis-Neuweg, du SR Colmar et pendant quelques années du FC Mulhouse, que vous avez hissé en CFA en 2005. Vous avez été également adjoint de Laurent Batles dans une équipe professionnelle A3. Et vous êtes aujourd'hui l'entraîneur de l'AS Cannes, au sein duquel vos résultats sont exceptionnels. C'est votre première saison à Cannes, 14 victoires, 4 nuls, une seule défaite qui vous font pointer à la deuxième place du classement de votre groupe en National 2, avec en prime un parcours incroyable, on va peut-être y revenir, en Coupe de France, à une seule marche de la finale de Saint-Denis, du Stade de France, après avoir éliminé quelques clubs pro, et c'était il y a quelques semaines. Cette saison est terminée, et Damien, comment ça va, comment vous sentez-vous? on a lâché beaucoup d'énergie. Et là, j'ai besoin de récupérer, donc je suis en vacances. Je suis retourné en Alsace, dans ma patrie, entre guillemets, une terre qui me ressource beaucoup. Je retrouve les amis, enfin, je retrouve surtout déjà ma famille, ma femme, qui est restée ici et qui fait les trajets à Cannes, mais qui loge encore ici. Et surtout, retrouver tous les amis, parce que je pense que l'amitié, pour moi, ça a un sens. Ok. Et amitié et fidélité, c'est des valeurs qui me sont chères. Donc c'est ressourçant de pouvoir revenir Ouais. ici en Alsace. Revenons au début de cette saison à Cannes. Alors vous arrivez dans le club alors que la saison a déjà débuté. Le club est en difficulté, aucune victoire jusque-là. Vous, à ce moment-là, vous étiez sans club? Peut-être un peu dans le doute, ou en tout cas avec des questions que vous pouviez vous poser. Dans quel état d'esprit êtes-vous et par quel bout vous commencez? Alors justement, une première expérience pour moi d'être sans club à la reprise d'un championnat. Ça faisait plus de 20 ans qu'à chaque reprise j'avais un club. Et là je me suis retrouvé sans rien, ça faisait bizarre. Ça fait bizarre parce que c'est pas tant le fait de ne pas entraîner, c'est surtout le fait de se dire bah tiens finalement on représente plus rien. On n'est plus rien alors qu'on a fait tellement de choses dans le football et on n'intéresse plus personne. On se considère un peu comme un has-been, on se considère un peu comme une personne qui n'est plus d'actualité. Et ça fait mal, franchement ça fait mal. Donc, durant cette période qui était pas trop longue finalement, parce que c'était juin à octobre, bon, on se pose des questions et puis finalement on a deux façons de l'aborder, soit on est en dépression et on n'a plus envie de rien faire, ou soit on se dit bah tiens il va peut-être que je change des choses et peut-être que je vais me remettre en question et peut-être apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce que c'est la version que j'ai prise et je me suis dit bah tiens, je vais un peu regarder ce qui se fait ailleurs. Je vais un peu regarder, je vais profiter de mon temps pour aller observer des choses. Et j'ai vu beaucoup de choses intéressantes qui m'ont ensuite, par la suite, inspiré, notamment l'entraîneur de Strasbourg. On pourra y revenir plus tard, mais j'ai passé du temps à venir voir ses entraînements à Méno. J'ai passé du temps à regarder les matchs parce que forcément, ça m'intéresse. Le football alsacien m'intéresse toujours, que ce soit Mulhouse, que ce soit Strasbourg. Enfin, moi, j'ai jamais été dans une rivalité. Au Rhin-Barin, Strasbourg-Mulhouse, moi ce qui m'intéresse c'est le football et autant j'ai pris, on y reviendra aussi, beaucoup de plaisir à entraîner ici, autant j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à supporter le Racing Club de Strasbourg. Donc je me suis dit tiens je vais regarder ces matchs-là et j'ai appris beaucoup de choses et une façon d'appréhender et de proposer un football différent. Et en arrivant à Cannes, justement je me suis dit j'arrive à Cannes, le club est en difficulté. Voilà, ok. Si on fait ce qui est coutumier de faire, c'est-à-dire gérer une équipe de façon conventionnelle, Oui. on va peut-être un peu progresser, mais on va pas arriver à faire des résultats exceptionnels. Pour faire des choses exceptionnelles, faut tenter des choses exceptionnelles, je pense. Et donc on a fait quelque chose on a cassé les codes. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit maintenant je casse les codes. Je casse les codes pour faire autre chose, pour pouvoir peut-être faire quelque chose d'exceptionnel et surtout pour me faire plaisir. Je suis pas arrivé à Cannes en me disant voilà, le club a d'énormes ambitions. Vraiment de très et des ambitions justifiées, on y reviendra aussi après. Mais qui dit ambition dit aussi pression. Et là, l'entraîneur précédent, que je respecte très bien, qui est un copain d'ailleurs, il a véhiculé une certaine pression, les joueurs avaient la pression, ils avaient peur de gagner, ils étaient obligés de gagner, voilà, bref. Moi je suis arrivé, ok, on fait autre chose et surtout on prend du plaisir. Voilà, on essaye de faire autre chose. Voilà. Une remise en question, juin, oui, octobre, cette période sans club qui vous a demandé à reprendre un certain nombre de choses, peut-être à revoir, donc en allant observer les autres.
Là, je le répète, je le disais en préambule, mais la saison que vous venez de terminer fut assez extraordinaire. Et puis, il y a un site web qui a remis des awards, ActuFoot Award, et vous avez été sacré, Damien, meilleur entraîneur régional par vos confrères entraîneurs, par les journalistes et par les supporters au bout d'une saison, je le répète, incroyable. 19 matchs, 18 sans défaite. Ouais. Une demi-finale de Coupe de France après avoir sorti 3 clubs professionnels de Ligue 2. Et on vous connaît, Damien, pour cette capacité à fédérer, à transcender des groupes et à écrire des histoires qui marquent le sport partout où vous êtes passé, quels qu'aient été les clubs, quels qu'aient été les niveaux. Et cette année, ça vous a même valu un surnom, celui du sorcier. On vous a appelé à Cannes le sorcier. C'est quoi ce qui différencie, vous avez commencé à y répondre, mais c'est quoi ce qui différencie Damien Hoth, ce sorcier, des autres coachs dans le monde du sport? Dites-nous. Différencier, en tout cas, je fonctionne avec passion. Je pense que c'est une donnée fondamentale. Je fonctionne avec passion et j'ai quelques valeurs refuges, j'ai des valeurs d'honnêteté. Voilà, quand je gère une équipe, je dis les choses qu'il faut dire. Parfois c'est difficile à dire et à entendre, mais il faut les dire pour progresser. J'essaie d'être honnête. Ma passion, c'est finalement, c'est pas tant le football. Enfin, évidemment, c'est ma passion, évidemment, mais je suis pas un théoricien du football. Je suis plus sur l'homme. Comment faire pour lui donner confiance? Comment faire pour le faire progresser? Comment faire pour justement qu'il aille chercher des ressources qu'il n'a même pas conscience d'avoir? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce travail sur l'humain qui m'intéresse. Donc, c'est ce qui fait que soit on adhère, la plupart du temps, effectivement, mes joueurs adhèrent parce que je pense que je suis impactant sur leur être. Je suis pas tant impactant. Moi, je leur apprends pas. Je leur dis toujours, je vous apprends pas la façon de jouer. Alors bien évidemment, j'ai mes méthodes, j'ai une façon de jouer, j'ai des convictions fortes, d'ailleurs, sur une certaine façon de jouer. Dans le jeu. Dans le jeu, oui, tout à fait, ouais. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est de transmettre une énergie. Je pense que c'est de transmettre une confiance en soi. Je viens de le dire, mais pour moi. Un entraîneur, il est responsable de l'énergie qu'il dégage, enfin, il est responsable de l'atmosphère qu'il crée dans le club. Le club est à l'image du coach, le coach est fondamental. Alors il y a effectivement des gestionnaires, des présidents, mais c'est l'entraîneur qui dans son vestiaire est obligé de dégager une atmosphère. Si cette atmosphère elle est craintive, les joueurs vont jouer de façon craintive. Si cette atmosphère elle est trop superficielle, suffisante, ils vont jouer de façon suffisante. Par contre, si cette atmosphère elle est certes, elle est sérieuse, parce que je pense que je suis très rigoureux, mais elle est aussi libre et surtout très audacieuse. Lâchez-vous, osez. Pour moi, c'est une parole fondamentale. Pour moi, c'est oser faire les choses. Je préfère que vous échouiez en osant, plutôt que d'échouer en ne faisant rien du tout. Je dis toujours à mes joueurs, et c'est ça qui les a surpris, je pense aussi, dribbler, perdez la balle, faites des erreurs. Faites des erreurs, mais dans la vie, il faut faire des erreurs pour progresser. Moi aussi, là, j'ai certainement fait des erreurs pour me retrouver sans emploi. Certainement, bien évidemment. Je vais continuer à en faire, mais il faut savoir faire. On fait des erreurs, on les corrige pour progresser, et c'est ça ma philosophie. Bon, c'est un très beau message, c'est une très belle philosophie qui a obtenu déjà un certain nombre de beaux résultats et de belles choses. Tiens, alors j'avais quand même cette question plus technique, d'un point de vue plus technique, pour arriver alors à faire en sorte que les joueurs se transcendent, partager cette passion, ce qui vous anime, leur transmettre le message d'oser. Il y a quand même une certaine préparation. Est-ce que vous êtes axé sur la préparation mentale, sur la préparation par des exercices spécifiques aux entraînements, sur la préparation vidéo? J'ai mis dans les notes, est-ce que vous regardez beaucoup de vidéos? J'ai compris que vous alliez observer beaucoup de vos confrères. Comment vous préparez ça? Puisque le discours, pour être impactant, doit être préparé en amont. Ah oui, ça c'est sûr, il y a un gros travail. Mais il faut donner un sens. Un sens dans les deux sens du terme. Un sens, il faut donner une direction, il faut donner un objectif, et il faut donner un sens, c'est-à-dire un sens, c'est un projet de jeu. Les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils doivent exprimer leur talent, c'est sûr, mais ils doivent se référer à des codes, ils doivent se référer à des normes, ils doivent se référer à une façon de jouer. Il y a différentes façons de jouer le football. Offensif, défensif, enfin, peu importe, on s'en fout. Moi, je leur présente un projet de jeu. Il y a des choses non négociables dans mon football. S'ils sont capables d'adhérer à ça, ils pourront jouer. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils ne joueront pas. Les choses sont très claires. C'est pour ça que, comme je vous disais avant, il faut être très honnête. Mais pour être honnête, il faut mettre sur la table ce que j'attends d'eux. Ils savent. Alors il y a un projet de jeu qui est, comme tous les entraîneurs ont un projet. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la balle? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la balle? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd la balle? Qu'est-ce qu'on fait quand on la récupère? Tout ça, c'est les 4 temps du football. Mais sur ces 4 temps du football, il faut que le joueur il sache qu'est-ce que l'entraîneur attend. Donc il y a un sens, il sait la direction à suivre. Après, par contre, une fois qu'il a pris la direction, voilà, exprime-toi, fais.
joue, prends des risques. Mais c'est très cadré, effectivement. Très bien, donc il y a une vraie préparation. Ah ouais. Simplement avoir la flamme et la passion, c'est des Non. choses indispensables, Ça, mais c'est ce ne après, sont pas c'est les pour- choses principales. Non, c'est principal ensuite pour faire se dépasser le joueur. Très bien. Mais au départ, il faut lui donner des outils pour qu'il puisse s'exprimer sur le terrain, des outils techniques. Parce qu'on est d'abord avant tout, c'est eux qui vont jouer, c'est pas nous. Alors évidemment, vas-y, ça suffit pas d'être juste sur la motivation. Ok, tu vas jouer aussi comme ça, j'attends de toi que tu joues comme ça, j'attends de toi que tu te déplaces comme ça, j'attends de toi que tu te replaces comme ça, ok, d'accord, ça c'est fait. Tu as le droit de te tromper une fois que tu es dans le cadre. Si tu es hors cadre, bah, tu joues pas. Faut mettre en cadre, mais il faut mettre en cadre dans toutes les activités. Voilà. Mais parfois, c'est aussi, il y a des entraîneurs qui disent le cadre, c'est qu'il n'y a pas de cadre. J'y crois pas. Non, la liberté, c'est bien, mais dans le cadre. Moi, j'aime bien ça. À Cannes, cette année, à quel moment les joueurs ont adhéré? Parce que vous venez avec cette philosophie, avec ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. À quel moment ils avaient débuté leur saison? Pas forcément de la meilleure des manières, et vous arrivez et les choses s'inversent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé avec le staff? Qu'est-ce qui s'est passé avec les gars? Parce que sur la façon de jouer, c'était une façon de jouer très originale. Okay. Pour ceux qui connaissent le football, on n'a pas fait de la zone, ce qui se pratique depuis 20 ans maintenant. On a fait de l'individuel. L'individuel, c'est ce qui se pratiquait avant. De toute façon, le football, pour moi, c'est de la mode. À un moment donné, on a des pantalons serrés, après on a des pantalons pattes d'éléphant, le football, c'est régi par des cycles. Je pense qu'actuellement, on est en train de changer de cycle. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. Okay. Et donc, tous les joueurs sont formés depuis plus de 20 ans. J'ai formé des joueurs à Mulhouse de cette façon-là, en zone, c'est-à-dire on s'occupe de gérer un espace et ensuite on s'occupe de gérer un joueur. Moi, je suis arrivé, les gars, on fait l'inverse. Alors déjà, deux choses. Soit ils te prennent pour un fou, c'est ce qu'ils ont dû penser peut-être. Mais après, on l'expérimente. Il se passe un premier match, on le perd, le premier d'ailleurs, le premier avant 20 matchs sans défaite, ou 18, je sais plus, bref, on le perd. Mais ok, on continue. Deuxième, un peu mieux. Troisième, encore un peu mieux. Nul. Et après, on gagne tout. Mais ils avaient, de ma folie, ils en ont fait une façon de jouer. Une vraie force et une vraie parce que ça marchait. Ils se sont dit. Et l'anecdote la plus essentielle, c'est quand on joue Grenoble en Coupe de France. Grenoble Ligue 2. Oui. On continue à jouer de la façon dont on joue là, un contre un tout terrain, courir dans tous les sens, parce que c'est un football très 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 généreux. On gagne. Ils me disent, mais vous êtes fou, coach. On continue à faire ça contre les Ligue 2. Mais pourquoi on devrait changer? Ça fonctionne. On rejoue derrière Lorient, quand même, qui est quand même leader de Ligue 2 et qui monte en Ligue 1. Ils me disent, coach, on continue. Je dis, mais bien sûr qu'on continue. Et après, ils m'ont dit, mais coach, je ne change plus. Et on va comme ça au bout. Et c'est pour ça que. Mais on peut faire des choses extraordinaires qu'en proposant des choses extraordinaires. L'audace emmène l'audace. Enfin, ça, c'est gagner petit on fait des petites choses, on gagne petit. Nous, c'est casino. C'est sur chaque match, et on met tout sur la table, all-in. Soit on gagne tout, soit on perd tout. On peut faire des choses extraordinaires en tentant des choses extraordinaires. Je pense. Ça, c'est une phrase qui est très forte et qui est très marquante. Tiens, j'ai écrit ça et vous y avez répondu parce que je suis sûr qu'il y a de jeunes footballeurs, de jeunes entraîneurs là qui nous regardent. Est-ce que vous auriez, en partie le message est là, mais quelque chose de particulier à leur dire pour qu'ils prennent confiance, ces jeunes entraîneurs? Oui, alors, c'est pas facile, hein, Damien, ce que vous dites, à mettre en œuvre. Oui, et puis il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas juste ce que je vais dire ici. Ça, c'est ma spontanéité qui va vous parler de deux mots essentiels, mais j'en ai déjà parlé, la passion. Sans passion, on ne peut rien faire, ça c'est sûr. Mais aussi beaucoup de résilience. La résilience, ça veut dire que dans l'échec, il faut continuer, il ne faut jamais se décourager. Les jeunes entraîneurs, souvent, qu'on n'a pas été professionnels, comme moi d'ailleurs, c'est très difficile d'exister dans ce métier, c'est très très difficile. C'est-à-dire qu'à chaque échec, à chaque difficulté, il ne faut pas abandonner. Et c'est au contraire la difficulté, l'obstacle est finalement une façon de progresser, c'est ça. Mais moi, ça c'est un état d'esprit, je pense c'est la qualité première de l'entraîneur, la résilience. La résilience. La difficulté te fait progresser et n'abandonne jamais, c'est essentiel. Après,
il y a des parcours de coach, de vie, où j'ai eu la réussite. Voilà, après, moi je viens de Village-Neuf, j'ai entraîné Mulhouse. Et j'ai passé mon BEPF alors que j'étais pas footballeur professionnel au FC Mulhouse. Tout ça en continuant à croire en moi, en continuant, en insistant. Et je me suis retrouvé avec des professionnels et j'avais presque le syndrome du garçon qui n'avait rien à faire ici. On parle du syndrome de l'imposteur. De l'imposteur, ouais. Je voulais pas le dire, mais c'est ça. C'est exactement ça. Je me disais, mais moi je viens de nulle part, là. Je viens de Village-Neuf, de Mulhouse, en quelque sorte. Parce que Mulhouse, j'ai débuté ma vraie carrière d'entraîneur à Mulhouse. Oui. C'est pour ça que cette ville est particulièrement chère pour moi. Parce que j'oublie pas d'où je viens. Et ça, c'est aussi une force. Les jeunes entraîneurs, n'oubliez pas, ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi une phrase qui m'a guidé depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais depuis un certain temps. Be yourself, ça veut dire reste toi-même. Pour être bon, faut faire ce qui sort de là-dedans. On transmet pas ce qu'on sait, on transmet ce qu'on est. Ça aussi, c'est une phrase qui m'a toujours guidé. On est sur punchline, là, c'est beau. Mais mes joueurs, c'est ça aussi. Voilà, dans mes discours d'avant-match, tout est préparé, mais ensuite, après tout passe sur l'intuition. Je suis très, très intuitif. Après, effectivement, je prépare pas ce que je suis en train de vous dire, mais tout vient parce que je l'ai vécu. Après, c'est l'expérience. L'expérience, c'est la somme de toutes les erreurs qu'on a commises, ça aussi. Donc, mais faites-en des erreurs, les jeunes entraîneurs, faites-en, progressez. Mais dans l'erreur, n'abandonnez pas, continuez. Et il y aura toujours une ouverture, toujours. Vous dites à l'instant, n'oubliez pas d'où vous venez. Alors, on va y venir, vous venez du FCM de Mulhouse. Ouais. Vous avez été l'entraîneur du FCM de 1999 à 2002, en passant par les équipes de jeunes, l'équipe réserve, puis l'équipe première. Puis vous y êtes revenu après un passage, si je ne dis pas de bêtises, un retour à Village-Neuf. Ouais, hein, exceptionnel. Et rebelote à Mulhouse de 2004 à 2008. Tiens, allez, on va dire de 99 à 2008, en incluant Village-Neuf, mais particulièrement Mulhouse. Est-ce que vous y avez gardé de beaux souvenirs et est-ce que vous nous en partageriez un ou deux? Je suis assez partagé sur cette période. D'accord. Je suis partagé parce que c'est une période qui m'a permis de me lancer. Oui. Mais c'est une période où je n'ai pas été forcément beaucoup aidé. D'accord. Parce que j'étais très jeune. D'accord. Et l'institution du FC Mulhouse ne faisait peut-être pas trop confiance aux jeunes. Ou du moins, là, après, 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, je me rends bien compte de la difficulté pour l'institution de faire confiance à un gamin, entre guillemets. Je devais avoir, je sais pas, 30 ans. Ouais. Et l'anecdote est la suivante. J'arrive ici pour entraîner les 17 ans nationaux. Le club venait de descendre de national en CFA2, hein, en déposant le bilan, me semble-t-il. Hein. Donc, ils cherchaient les entraîneurs de jeunes. J'arrive ici par un copain, à qui finalement je dois tout parce que je connaissais pas Mulhouse et c'est mon copain, un Mulhousien d'ailleurs, qui m'appelle, Moustapha Brahim. Faites un petit clin d'œil, un petit clin d'œil, et qui me dit tiens, je connais le président des jeunes et tout, il cherche un entraîneur pour les 17 ans nationaux. Je lui dis les 17 ans nationaux, c'est une belle promotion, enfin c'est quelque chose, c'est la formation des jeunes et à l'époque, la formation mulhousienne était quand même très très appréciée, enfin c'était quelque chose en Alsace et même ailleurs, et ils ont sorti beaucoup de joueurs, donc je me suis dit 17 ans nationaux, je viens. Ok, je fais une première année 17 ans nationaux, magnifique. Puis l'entraîneur de l'équipe 2 par le président de l'époque, monsieur, j'ai dû oublier, il est décédé, monsieur Fourler et monsieur Roche, et Philippe Roche, me proposent l'équipe réserve. Je dis pas de problème, je monte avec l'équipe réserve. Et puis, la troisième année, la suite, hein, l'entraîneur de l'équipe première, Bruno Scipion, qui a été au début mon mentor parce qu'il m'a appris des choses, beaucoup de choses, ne reste pas au club et il cherche un entraîneur. Je me souviens très bien de ce jour-là, comme quoi la vie, elle est faite de façon incroyable. Il cherche un entraîneur et moi, je suis entraîneur de l'équipe réserve. Je passe devant monsieur Fourler sur les marches comment on appelle ça, l'administration du FC Mulhouse. Oui, d'accord. Ouais. Et je dis, vous cherchez un entraîneur, monsieur Fourler? Il me dit, ouais. Il dit, pourquoi vous en cherchez? Vous avez le meilleur ici. Alors que, franchement, pour tous ceux qui me connaissent, je suis d'une humilité presque maladive absolue. Mais là, je me dis, et ça sort comme ça, mais pourquoi vous ne me prenez pas, je suis le meilleur? Alors que ça se dit jamais, ça, c'est impossible de dire ça. Enfin, c'est d'une prétention absolue. Il me rappelle là, un jour ou 2 jours après, prends l'équipe première. Comme quoi, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais lâcher. Le possible, il est tellement après l'impossible. Tout est pareil impossible.
être possible, il tombe. Les entraîneurs, ils doivent jamais lâcher. Et c'est ça, pourquoi c'est arrivé là? Et après, donc, j'ai l'équipe 1, CFA. Oh, après, là, c'est là où on m'a pas aidé. Ils m'ont sacrifié. Et c'est pour ça que je suis à Mulhouse, à Village-Neuf. J'ai des amis, chez mes amis, ils me disent, ta personne vient nous aider. Je dis, ok, il y a un défi à relever, je vais chez vous, en district, promotion, je passe 2 années formidables, avec des gens exceptionnels. Mulhouse descend en National 3, Ouais. et là, Philippe Roche, je me souviens encore très bien, m'appelle, il me dit, viens nous aider, on est perdu, enfin... Et je reviens. Et retour. Et je reviens, et après ça part, et après la carrière, elle pam, La montée Ouais. remontée en CFA. CFA, très beau souvenir. Et là, à ce moment-là, j'ai la plus belle personne que je rencontre presque de ma carrière, Monsieur Cliffat. Oh, dont le nom résonne ici à Mulhouse. Je pense la plus belle personne que j'ai connue dans le milieu du football. C'était un président exceptionnel. Franchement, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Ça se ressent. Ouais. C'était une personne que j'ai adorée. Quelques mots. Allez-y si vous voulez. On se connaissait pas, moi je connaissais pas. Voilà, et on se rencontre une première fois et puis il me dit voilà, c'est vous l'homme qu'il nous faut, j'ai envie que ce soit vous. On a fait ensuite 3 ou 4 saisons délicates. Il m'a toujours soutenu et ça c'était formidable. C'était une personne qui avait décidé de partir avec moi et qui allait au bout de son projet. J'ai trouvé ça magnifique. Parce que même à cette époque, encore une fois, j'étais jeune, je pouvais douter de moi. Mais je doute encore, mais j'ai douté beaucoup de moi à cette époque. Damien, faites, continuez, je suis avec vous, je suis derrière vous. Oh, je trouvais ça tellement fort, tellement unique, tellement magnifique. Ça semble vous avoir marqué et c'est peut-être aussi une des empreintes qui est la vôtre aujourd'hui, là où vous passez avec les jeunes que vous rencontrez, cette notion de confiance, cet accompagnement, cette confiance, je répète le mot. Ouais, là aussi, je dis à mes joueurs, et c'est affiché en grand dans le vestiaire. Quand tu rentres sur un terrain, quand tu rentres à l'entraînement même, donne tout, donne rien. Tant qu'à faire, fais le bien. Si tu donnes pas tout, ça sert à rien. Moi, mes entraînements, ils sont tellement intensifs, de la première seconde à la dernière. Il y a pas de temps mort. Mes joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent la durée de la séance. Ils savent le contenu de la séance. Ils savent l'intensité qu'ils doivent mettre. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont là, ils n'ont plus d'excuses. C'est à fond. Et c'est ça qu'il faut donner. Donnez-vous, mais surtout, donnez-vous le meilleur de vous-même. Ça ne sert à rien que j'obtienne de vous la moitié de ce que vous êtes. Il me faut le meilleur de vous-même si vous voulez progresser. Parce que si on reste dans une zone de confort, on va nulle part. Ouais. Il faut sortir de sa zone de confort. Et pour ça, il faut avoir des coachs qui leur demandent de le faire. Et le coach aussi doit sortir de sa zone de confort. En allant à Cannes, je suis totalement sorti de ma zone de confort. 11 ans de national. Je me dis, plus un passage même Ligue 2, Ligue 1, en adjoint à 3. Oui. Et là, je me dis, je vais aller à Cannes en national 2. Ah non, le projet est tellement porteur que vas-y, il va se passer quelque chose là-bas. Sors de ta zone, fais quelque chose d'autre, réinvente-toi et vas-y. Et j'ai été accueilli par des personnes formidables. Oh, magnifique. Le parcours est sans plus. Je me régale, Damien, je vous lis, je me régale à vous écouter. Damien, je voulais quand même encore revenir de nouveau sur Mulhouse, sur le FCM là, qui nous tient à cœur ici. Ça fait plusieurs années que le football à Mulhouse connaît quelques difficultés. Selon vous, que manque-t-il là aujourd'hui au FCM pour devenir à nouveau un club de haut niveau ? Ouais, c'est une question très difficile. Le FCM l'a été Ouais, parce que on peut parler des choses qu'on connaît, là, je sais plus comment ils fonctionnent, je sais plus où ils en sont. Alors bien évidemment, je suis leur parcours, j'ai vu leurs problématiques, j'ai tout vu, mais je peux pas vous donner des réponses sur ça parce que il faudrait que j'ai plus d'arguments. Je sais pas comment que ça se passe actuellement. Je leur souhaite de tout cœur de pouvoir remonter. Après, il faut une réelle volonté politique, ça c'est la première chose. Vous anticipez un peu, mais c'est très bien l'importance de la volonté politique sur ce sujet-là, le sport. Par exemple, tiens, à Cannes, est-ce que vous sentez une vraie volonté politique à Cannes de refaire du football un élément de fierté, un élément d'image ? Et est-ce que vous y trouveriez un parallèle ? C'est peut-être là que ça se situe. Ah mais Cannes, c'est exceptionnel. Nous avons un maire qui est passionné de football, qui est entre guillemets supporter, qui assiste à tous les matchs et qui n'attend qu'une chose, c'est redonner, mais vous avez utilisé le mot précis, la fierté aux Cannois. Parce que moi aussi, au début, je me disais pourquoi je fais du football ? Parce que j'aime le football, c'est ma passion.
Je pensais pour moi, mais il faut dépasser le cadre du moi déjà. Alors, le football, on en fait déjà pour procurer, c'est un spectacle. On vient au stade pour voir un spectacle. Et deux, et ça j'ai perçu plus tard, mais c'est tellement un facteur de cohésion sociale. Mais c'est essentiel. Mais c'est essentiel pour une ville que les gens se retrouvent, que les gens partagent. Mais dans quel lieu on peut mieux, enfin, on peut certainement partager dans plein d'endroits, mais dans quel le lieu le plus symbolique pour fédérer autour d'un projet commun, sans classe sociale, sans religion, sans classe, voilà. Et le football, il offre ça. Et à Cannes, ils sont tellement là-dedans. Et mais Mulhouse aussi, parce que mais Mulhouse avec le passé qu'il a, mais ça a été ma problématique, c'est qu'ils ont trop vécu avec le passé. Je ne sais pas s'ils vivent encore avec le passé. Ça a été géré par des hommes du passé aussi, qui tenaient encore le club par-dessous, pas bon du tout. Pas par des gens qui étaient dynamiques, mais des gens qui voulaient rester au club, qui voulaient profiter du club. J'ai toujours dit, quand je suis parti de Mulhouse, après coup, parce que sur le coup, on ne se rend pas compte, ils servaient du club, mais ils ne servaient pas le club. C'est tellement différent. Entendu. Ah ouais. Maintenant, je sais pas. Là, c'est pour ça que je donne pas je veux pas répondre à ça parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, il y en a trop qui se servaient du club pour exister et ils ne servaient plus le club pour qu'il existe. Totalement différent. Ouais, donc on le comprend, pour qu'un club devienne un club de haut niveau, il y a le club en lui-même et cette volonté politique, le soutien de la ville, le soutien voilà, de la passion de tout ce qu'il y a autour est importante. Vous savez que Frédéric Marquet a toujours été engagé pour Mulhouse et pour le football de mulhousien. Vous l'avez côtoyé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un homme comme lui peut être porteur d'une réelle nouvelle dynamique à Mulhouse et pour le foot mulhousien? Alors je vous parlais de M. Cliffat, évidemment, mais à cette époque-là aussi, j'ai rencontré Frédéric Marquet. Et si je suis encore en contact avec lui, c'est parce que j'ai trouvé en lui une personne tellement fiable. C'était l'une des seules, j'ai exclu M. Cliffat qui était mon président, mais c'était la seule personne avec laquelle j'avais confiance, avec la seule personne qui donnait de la stabilité et une réelle vision. Une vision des choses, ça c'est important. Il avait un objectif, il voyait grand pour le club et j'ai toujours apprécié, ça m'a toujours même fasciné d'être tellement enthousiaste pour sa ville. Et c'est pour ça qu'on s'est liés d'amitié, parce que je respecte beaucoup cette façon de voir les choses, cette façon d'être profondément ancré dans un territoire, dans une ville, parce que le sentiment d'appartenance, là aussi, c'est tellement essentiel. À Cannes, ils l'ont, il y a une ferveur essentielle, mais à Mulhouse aussi, je suis persuadé que, et je me souviens des supporters mulhousiens qui étaient parfois un peu vindicatifs, enfin oui. Au début, mais je pense que j'ai toujours beaucoup apprécié parce qu'ils ont une réelle passion pour ce club. Parce que ce sentiment d'appartenance, il est essentiel pour faire progresser. Il est essentiel pour faire progresser les joueurs parce qu'il ne faut pas juste qu'ils portent leur maillot. Il faut qu'ils représentent un blason parce que si on porte juste un maillot, ça ne sert à rien. Et encore une fois, quand je disais qu'avant on donne du sens, ça dépasse le cadre du football, ça donner de la fierté, c'est quelque chose d'essentiel. Et Fred Marquet, je trouve qu'il avait cette perspective-là de donner aux Mulhousiens le fait d'être fiers grâce au football. Et c'était fascinant. Bon, je suis sûr en vous écoutant que vous allez toujours suivre de près ou de loin les résultats du FC Mulhouse et ce qui se passe ici à Mulhouse. Quels seraient vos espoirs pour l'avenir de cette ville et de ce club dans cette ville? Il faut remonter... Mais il faut progresser. Après, pour être visible, vraiment, pour rendre de la fierté, il faut atteindre au moins le niveau national. Oui. Je pense que c'est ça. Donc après, il faut y aller étape par étape, marche par marche. Il ne faut pas aller trop vite. Et je pense qu'à l'époque où j'étais, ils voulaient aller trop vite. Ils pensaient tout de suite retrouver le monde professionnel. Ça se structure, un club. On parlait évidemment de volonté politique, mais il faut surtout des bons hommes aux bons endroits. Il ne faut pas tout mélanger dans un club. Il y en a qui dirigent, il y en a qui gèrent, il y en a qui s'occupent de l'équipe, il y en a qui jouent. Si on commence à tout mélanger, on n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait de la compétence à chaque niveau, à chaque strate du club. Alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Là, je sais qu'ils vont faire un match d'accession, de barrage là, contre. Ouais, j'ai un peu suivi ça quand même. Je leur souhaite de remonter en National 3, puis 2, puis 1, puis ensuite... Mais après, ça s'inscrit dans une dynamique générale, mais la dynamique doit être portée par la ville. Elle ne peut pas être portée juste par le club et par juste le président ou l'entraîneur. Il faut qu'ils sentent qu'il y ait une dynamique.
Et c'est la dynamique qui crée les choses. Très bien. On arrive au bout. Moi, je suis presque triste parce que c'est un plaisir d'être avec vous, Damien. J'aimerais vous poser cette dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison à venir et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours, à vous? Ouais. Moi, j'ai une philosophie de vie aussi et de fonctionner. Je suis très stoïque, c'est-à-dire je prends au jour le jour, je prends au moment. Pour l'instant, je suis très satisfait de ce que je fais. Je me projette pas sur l'avenir parce que se projeter sur l'avenir, le futur on le maîtrise pas, donc ça angoisse. Et une période, justement, la période d'avant, je me suis dit, ouais, quand est-ce que les clubs vont venir me chercher, ou même avant, est-ce que je vais être capable d'aller en Ligue 2, est-ce que je vais être capable d'aller en Ligue 1? Non, je vais juste bien faire les choses au moment présent. Souhaitez-moi juste de bien recommencer la saison à Cannes, et après ce qui doit arriver arrivera. Voilà, moi je prends la vie comme ça maintenant désormais. Bon. Voilà. On réussit des choses extraordinaires, on tentant des choses extraordinaires. On vous souhaite le meilleur, Damien, pour la suite. Ouais. Et nous, eh bien, on se retrouve dès maintenant en plateau. C'est un claquement de doigts et puis on est là en plateau.